Alors aujourd'hui, on va parler de path tracing. Le path tracing, c'est une technique de rendu utilisée pour reproduire l'illumination d'une scène. Cette vidéo nous servira de base à l'explication de pas mal d'autres choses concernant le rendu. Dans la réalité, ce sont des photons de lumière qui nous permettent de percevoir ce qui nous entoure. Les photons de lumière sont émis depuis une source lumineuse, ici le soleil. Ils heurtent une surface, et en fonction des propriétés de cette surface, le photon perd une partie de son énergie et rebondit dans la scène jusqu'à rencontrer une autre surface. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'éventuellement, il rencontre notre œil ou le capteur d'une caméra. C'est comme ça que l'on perçoit les formes et les couleurs. Imaginez alors le nombre de photons nécessaires pour décrire précisément la luminosité d'une scène. D'autant plus que pour avoir quelques rayons qui aient une chance d'atteindre la caméra, il faut une infinité de rayons lancés par le soleil, et la plupart n'atteindront jamais le capteur. Dans cette scène, je me suis amusé à faire rebondir de simples particules comme une représentation simplifiée des comportements de photons de lumière. Vous voyez ce que ça donne quand je vois un seul photon, donc il rebondit dans la scène et il finit par partir dans le ciel. Puis j'en envoie une centaine. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup qui atteignent ma caméra, voire aucun. 1000, pareil, je commence à avoir plein de photos qui partent dans tous les sens, mais très peu qui finissent par arriver vers la caméra. Vous voyez bien que les chances de toucher la caméra sont très faibles, sans compter qu'il me faudra bien plus qu'un seul rayon qui touche la caméra pour produire une image. Ça représenterait donc une quantité de calcul bien trop importante pour l'ordinateur, et le temps de rendu serait démesurément long pour produire une image, en essayant de tracer la lumière dans la scène à partir des sources lumineuses, en espérant que les rayons atteignent le capteur. C'est pour cela que les moteurs de rendu actuels utilisent la technique dite de path tracing. Cette technique va inverser le problème en tirant des rayons à partir de la caméra, aléatoirement au sein de chaque pixel, vers la scène. Donc quand un rayon rencontre un objet, le moteur commence par tester si ce point est exposé à une source de lumière, en traçant un rayon directement vers celle-ci. S'il n'y a pas d'obstacle au long du rayon, c'est que la surface est exposée à une lumière directe, et que nous pouvons déterminer la luminosité en ce point, en fonction de l'angle du rayon de la lumière par rapport à la surface, ainsi que les propriétés du shader. Nous nommerons cette valeur de luminosité L1. Il faudra multiplier cette luminosité L1 par la couleur d'albédo en ce même point, que nous nommerons A1, et c'est comme ça que nous déterminerons la couleur C du pixel, si on considère qu'il n'y a pas de rebond de lumière dans la scène. Prenons maintenant un cas où le premier point de contact est une zone qui ne reçoit pas de lumière directe. Donc si on teste la visibilité de la source lumineuse, on va rencontrer un obstacle, et donc L1 va être égal à 0. Donc la multiplication de L1 par l'albédo va être égale à 0, et le pixel va être noir. Or, tout l'intérêt du path tracing est d'autoriser les rayons à rebondir à partir de ce point dans une nouvelle direction aléatoire déterminée par les propriétés du shader pour rencontrer un nouvel objet. Donc on va répéter le test du tracé de rayon vers une source lumineuse pour voir si ce nouveau point de contact est ou n'est pas exposé à une source lumineuse. S'il n'y a cette fois-ci pas d'obstacle entre le point et la source de lumière, nous pourrons calculer la luminosité L2 qui sera alors une valeur positive. Et cette fois-ci, le moteur viendra ajouter cette énergie à l'équation censée définir la couleur du pixel du point 1 initialement vu par la caméra. C'est comme ça que l'on calcule la lumière indirecte pour un objet. On peut répéter l'opération autant de fois que nous avons autorisé le moteur à rebondir pour un même rayon. Donc attention, ici on parle bien du nombre maximal de rebonds pour un seul rayon, et pas le nombre de rayons tracés pour un pixel, autrement appelé max sample. Bref, nous y reviendrons plus tard. Donc plus on autorise un rayon à rebondir, plus il accumule d'énergie lumineuse lors de ces rebonds successifs, et plus la valeur retournée pour le pixel sera claire. Nous limitons le nombre de rebonds au minimum nécessaire en général pour limiter le temps de rendu. Mais gardez en tête que plus vous laissez rebondir la lumière, plus le rendu sera réaliste. Donc tout est une question de budget. Voyez l'impact du nombre de rebonds sur la luminosité de cette scène, ainsi que sur le temps de rendu. Donc on voit qu'à 0 bounce, on a 32 secondes, 1 bounce, on a 1 minute 50, 2 bounce, on a 2 minutes 57. Donc on voit bien que les deux premiers rebonds de diffuse sont ceux qui affectent le plus la luminosité de l'image. Gardez bien ça en tête. Donc on vous a expliqué comment se comporte un rayon lancé dans un pixel. Maintenant, nous allons voir pourquoi il faut beaucoup plus qu'un rayon par pixel pour espérer définir sa couleur précisément et de manière cohérente dans le temps. Donc revenons un petit peu en arrière sur un cas plus simple pour parler d'anti-aliasing. Vous savez que votre écran est composé de pixels carrés. Le détail le plus fin que l'on peut représenter est donc indexé sur la taille d'un pixel. Dans le cas présent de notre sphère, on ne peut donc pas complètement décrire la courbe de sa surface. On finit par avoir du crénelage lorsqu'on arrive à l'échelle du pixel. Donc certains pixels du contour appartiennent à la sphère, mais aussi à l'arrière-plan. Et si on ne trace qu'un seul rayon de manière aléatoire dans le pixel étant sur les bords, peuvent aléatoirement décider de renvoyer la valeur de la sphère ou celle de l'arrière-plan. En plus d'être crénelé, on est aussi irrégulier dans la description de la courbe. Et si on rendait une animation avec ce sample aléatoire par pixel par frame, l'image ne serait pas cohérente temporellement. Si on envoie maintenant plusieurs rayons par pixel et que l'on fait la moyenne des valeurs retournées, nous serons alors capables de déterminer le pourcentage de couverture du pixel par un objet ou un autre, et définir donc la couleur moyenne que ce pixel doit avoir. Ça résulte en une image plus lisse, plus plaisante à l'œil, mais surtout elle sera temporellement cohérente, car d'une image à l'autre, la moyenne sera toujours vraie.
Vous voyez qu'il reste encore un petit peu de grain, et ça dépend en fait du nombre de samples que vous avez envoyés et de la complexité de ce que contient votre pixel. Et nous y reviendrons plus tard quand on parlera du min, max, sample ainsi que du threshold. Donc même avec deux objets plats, nous avons besoin de plusieurs samples pour décider de la couleur du pixel. Or, comme nous l'avons vu plus tôt dans le cours, pour définir la couleur d'un objet en un point, nous avons besoin de rebondir dans la scène en fonction des propriétés du shader. Donc le premier rayon que nous allons envoyer tapera aléatoirement dans le pixel et rencontrera soit la sphère, soit le sol par exemple. Et ce rayon rebondira dans une direction aléatoire en suivant les probabilités indiquées par le shader. Au premier contact, le rayon peut être reflété, diffus ou transmis. Donc si la surface est un miroir parfait, les rayons repartent avec le même angle par rapport à la normale de la surface. Mais cela n'arrive quasiment jamais dans la réalité. La surface est toujours très légèrement perturbée à un niveau microscopique, ce qui fait diverger les rayons. Plus la surface est rugueuse, plus le cône représentant les probabilités de divergence sera large. Si un objet est purement diffus, ce qui n'existe pas non plus, la lumière peut rebondir dans toutes les directions de manière aléatoire par rapport à la normale. Quand on combine les deux modèles, ce qui est le cas de la quasi-totalité des matériaux électriques, nous obtenons ce genre de probabilité de rebond pour les rayons. En fonction de l'IOR, et donc de la densité de la matière, nous avons une plus ou moins grande probabilité d'avoir des rebonds réfléchis ou diffusés. Et en fonction de la roughness de la surface, le cône de variation de direction des rebonds des rayons réfléchis sera plus ou moins large. Tous ces modèles sont des probabilités. Or, une probabilité ne devient stable qu'avec un nombre d'échantillons important. Si on ne trace qu'un ou quelques rayons, leur résultat aura l'air aléatoire. Mais si on en trace suffisamment, on commencera à voir apparaître une moyenne stable. Donc non seulement un sample ne suffit pas à définir quel objet doit être affiché dans un pixel, mais encore moins à définir une moyenne stable pour décrire l'illumination de cet objet. Il faudra plusieurs samples qui rencontrent la sphère, par exemple, pour définir le pourcentage de rayons réfléchis ou diffusés à sa surface. Si on n'envoie qu'un seul sample par pixel, l'image est donc instable temporellement, c'est ce qu'on appelle du grain. C'est pour ça qu'on va lancer une multitude de rayons par pixel. On pourrait utiliser le même nombre de samples par pixel, pour tous les pixels donc, mais ce serait totalement inefficace. Certains pixels n'ont pas besoin d'autant de samples que les autres pour avoir une représentation décente de leur contenu. C'est ici donc qu'entre en jeu le concept de min sample, max sample et threshold. Le paramètre de min sample va indiquer le nombre minimum de rayons à tracer avant de commencer à vérifier si la moyenne des valeurs est stable. Donc en gros, comme le rendu est basé sur des probabilités, il n'est jamais vraiment fini, il converge juste vers un état stable. On va donc juste lui indiquer notre seuil de tolérance de grain. C'est ce qu'on appelle le threshold. En gros, si je tire au minimum 16 rayons dans un pixel pour commencer, certains reviendront rouges s'ils ont été diffusés, d'autres reviendront blancs et très intenses s'ils ont été réfléchis vers la lampe, d'autres reviendront gris s'ils ont été reflétés vers le sol. Donc sur cette image, vous pouvez voir sur les carrés du haut la valeur renvoyée par chaque sample et en dessous la nouvelle moyenne résultante. Chaque sample a une valeur aléatoire, mais on voit bien que la moyenne est de plus en plus stable. Si je pipette la valeur de chaque moyenne, on voit de combien d'unités on varie d'un sample à l'autre. Donc quand la variation de la moyenne d'un sample à l'autre est inférieure à la valeur du threshold, on peut arrêter de lancer des rayons. Dans ce rendu, j'ai mis le min sample à 16 et le max sample à 10 000. Ça peut paraître énorme, mais comme mon threshold est à 0,05, ce qui est une valeur de threshold assez basse qualité, le moteur va être très tolérant sur le grain et arrêter d'envoyer des samples assez rapidement. Donc une grande partie de mon image n'aura pas eu besoin de 10 000 samples pour arriver à une moyenne stable. Si on veut une image plus propre encore, avec moins de grains, il faudra diminuer la valeur du threshold pour que le moteur de rendu utilise plus de rayons. Par exemple, ce nouveau rendu utilise un min sample à 16, un max sample à 10 000 et un threshold à 0,01. On peut voir que le grain a quasiment totalement disparu. La plupart des moteurs de rendu peuvent vous fournir une AOV technique qui s'appelle la passe de heat. C'est une image qui vous renseigne sur l'utilisation des samples pour chaque pixel. Donc là, on va regarder ce à quoi ça ressemble. Donc c'est une passe en fait, où on regarde le canal bleu ici, vous indique le nombre de samples qui a été lancé par pixel. Donc là, on voit que si je tape dans le fond de l'arrière-plan, comme c'est tout noir, il a lancé 16 samples et il a arrêté de lancer des samples. Mais si je vais dans une zone plus complexe, où il y a des ombres douces par exemple, on voit que là, il a eu besoin de 1800 samples pour atteindre le threshold. Donc on voit que toutes les zones de l'image n'ont pas la même difficulté de sampling, et qu'en fonction de ça, elles ont utilisé plus ou moins de samples pour arriver à un état stable. Donc pour résumer, nous avons le min sample qui est le nombre de rayons minimum à lancer dans chaque pixel avant de commencer à tester si on a atteint le threshold. Donc si la valeur de min sample est trop basse, on pourrait dans certains cas de figure considérer hâtivement qu'une valeur est stable. Donc le threshold est le seuil de tolérance à partir duquel on estime que l'on arrête de lancer des rayons, donc quand ces derniers n'apportent plus suffisamment de différence à la moyenne. Et le max sample, c'est le nombre maximal de rayons que l'on pourra lancer dans la scène. On n'attend pas forcément le max sample pour tous les pixels de l'image, mais plus on baisse la valeur de threshold, plus on aura besoin d'un grand nombre de rayons avant d'arrêter de sampler un pixel. Donc on va maintenant aborder le sujet qui fâche, les fireflies. Vous savez, ces petits pixels blancs qui popent dans la scène de manière aléatoire. Ça veut dire luciole en anglais, c'est très mignon, mais on ne peut pas tolérer ça dans une image finale.
Dans une scène, on se retrouve souvent avec des sources lumineuses qui sont proches de surface, hein, comme une ampoule près d'un mur ou une lampe dans un abat-jour. Hein. Un point qui est exposé directement à une source de lumière sera assez rapidement samplé, car la plupart de son illumination sera résolue en un seul tracé de rayon, sans avoir besoin de lumière indirecte. Or, si cette lampe se trouve près d'une surface, cette surface sera presque aussi intense que la lampe, et il faudrait donc normalement que cette zone participe autant à l'illumination de la scène que la lampe elle-même. Or, nous avons vu que les rayons sont conscients de la position des lampes et qu'ils essayent à chaque rebond de voir s'ils peuvent atteindre ces dernières. Par contre, ils ne savent pas que le mur à côté de cette lampe est aussi très lumineux, et seul un faible pourcentage des rayons qui rebondissent aléatoirement auront une chance de rencontrer cette zone intensément lumineuse. Ils feront alors grandement varier la moyenne, c'est ce qu'on appelle un firefly. Un firefly résulte donc, la plupart du temps, d'un sample qui a rencontré une zone très claire et qui n'a pas eu assez de rayons à avoir rencontré cette zone pour que la moyenne des valeurs retournées soit stable. Les fireflies sont physiquement corrects, mais artistiquement indésirables, et pour les enlever, simplement, il faut augmenter le sampling de la zone pour tendre vers une moyenne stable. Selon les moteurs de rendu, il y a différentes manières de contourner un peu le problème. Cela sera toujours de la triche, mais il est important de garder en tête, quand on fait un lighting, de ne pas se retrouver au final avec des temps de rendu astronomiques. On pourrait valider un look que l'on ne peut finalement pas assumer en termes de temps de rendu. Vous pourrez consulter les articles correspondants pour Guerilla et Redshift concernant les principales causes de Firefly, ainsi que les astuces pour les réduire sans augmenter les samples. Jusqu'à présent dans ma description, j'ai un peu simplifié le comportement des rebonds de rayons, en ignorant volontairement quelques aspects du shader. Quand un rayon rencontre une surface, il peut en effet être reflété ou diffusé, mais il peut aussi être transmis, s'il rencontre une surface transparente, ou même scatteré, s'il pénètre dans un volume. Pour des raisons d'implémentation, la plupart des moteurs de rendu seront capables de dissocier les types de rebonds de lumière, et ils vous donneront aussi le contrôle sur le nombre de rebonds autorisés par type de rayon. Le moteur de rendu traque le statut des rayons après chacun de leurs rebonds, et il peut stopper le chemin d'un rayon si ce dernier a dépensé le budget de rebond maximum qu'on avait autorisé dans un type ou un autre. L'exemple le plus simple étant le nombre maximum de rebonds spéculaires autorisés. Plus on autorise de rebonds spéculaires, plus grande sera la récursion de reflet du reflet et du reflet. Quand vous sortez une AOV de spéculaire ou de réfraction, le moteur de rendu stocke simplement les types de rayons dans différentes images séparées. La somme de tous les rayons est ce qu'on appelle la passe de beauty. C'est pratique si on veut pouvoir avoir la main sur une composante de l'image ou une autre au moment du compositing. Mais ces AOV de base sont triés en fonction du rebond primaire. Par exemple, un rebond d'indirect diffuse, que l'on voit à travers une réfraction, sera stocké dans une AOV de réfraction, et non dans l'AOV d'indirect diffuse. Or, nous pouvons voir que le moteur de rendu garde en mémoire les différents états du rayon, dans l'ordre de ses rebonds. Il est donc possible de lui demander de sortir une AOV uniquement de certains enchaînements de types de rayons, par exemple tous les rebonds diffus vus à travers une réfraction. Ce type de nomenclature décrivant les chemins de rayons se nomme LPE, Light Path Expression, et je vous invite à consulter la vidéo enregistrée par Philippe Lirena qui aborde le sujet beaucoup plus précisément. La documentation de Guerilla est aussi bien fournie sur le sujet. Les LPE ne sont malheureusement pas disponibles dans Redshift pour le moment, mais elles devraient arriver bientôt. Nous avons vu comment le moteur de rendu définissait la couleur de chaque pixel d'une image. Que se passe-t-il quand nous ajoutons à tout cela du motion blur? Nous avons vu que le moteur lançait aléatoirement des rayons au sein d'un pixel. Quand nous activons le motion blur, nous samplons l'image sur un laps de temps déterminé par l'ouverture et la fermeture de l'obturateur. Dans ce laps de temps, les objets qui se déplacent seront alors plus ou moins flous en fonction de leur vitesse. Il faudra d'autant plus de samples pour déterminer correctement la couleur d'un pixel, car il faudra lancer des rayons aléatoirement dans le pixel, mais aussi dans le temps. Plus le mouvement sera rapide, plus il nous faudra de samples pour obtenir une couleur moyenne stable par pixel. Donc, en conclusion, plus vous avez de propriétés de surface ou de caméra qui font diverger les rayons dans votre scène, plus vous aurez de mal à faire converger le résultat du calcul vers une solution stable temporellement. Les reflets flous, les réfractions floues, la GI, les rebonds dans le volume, le motion blur, la profondeur de champ. Tous ces effets qui font diverger les rayons dans tous les sens nécessiteront un plus gros budget de samples et donc un temps de rendu accru pour diminuer le grain dans l'image et atteindre votre threshold. Vous voyez un peu mieux maintenant, j'espère, toute la complexité gérée par le moteur de rendu. Avec cela en tête, vous devriez être capable de mieux anticiper les situations difficiles ou bien de résoudre les problèmes de sampling que vous rencontrerez.